Chapitre 4. Le sentiment d'obligation au point de vue de la dynamique mentale, comme force impulsive ou répressive. De quelque manière qu'on se le représente métaphysiquement et moralement, le devoir n'est pas sans posséder par rapport aux autres motifs ou mobiles une certaine puissance psychomécanique. Le sentiment d'obligation considéré dynamiquement est une force agissant dans le temps, suivant une direction déterminée, avec une intensité plus ou moins grande. Il faut donc rechercher comment ont pris naissance en nous ces puissances d'action, ces forces impulsives, qui sont en même temps des idées et des sentiments. Nous voudrions esquisser ici la genèse dynamique du sentiment d'obligation et de son action dynamique, que nous envisagerons désormais non comme une limitation et une restriction de l'activité, mais comme la conséquence même de son expansion. Un homme célèbre par sa courageuse intégrité, Doménil, disait un jour à un ministre de Charles X « Je ne marche pas à la suite de ma conscience, elle me pousse ». Selon cette distinction très fine, on peut diviser les impulsions de l'ordre moral et social en deux catégories. Dans les unes, nous sommes à la lettre poussés en avant par le sentiment d'un devoir, sans avoir le temps de discuter, de délibérer, de raisonner. Dans les autres, nous nous laissons traîner à sa suite, avec la conscience plus nette d'une résistance possible et déjà réelle d'une certaine indépendance. Un exemple caractéristique de sentiment impulsif et irréfléchi nous est fourni par de pauvres ouvriers d'un four à chaux dans les Pyrénées. L'un d'eux étant descendu dans le four pour se rendre compte de je ne sais quel dérangement, tombe asphyxié. Un autre se précipite à son secours et tombe. Une femme témoin de l'accident appelle à l'aide. D'autres ouvriers accourent, puis la troisième fois, un homme descend dans le four incandescent et succombe aussitôt. Un quatrième, un cinquième saute et succombe. Il n'en restait plus qu'un. Il s'avance et va sauter lorsque la femme qui se trouvait là s'accroche à ses vêtements et, à moitié folle de terreur, le retient sur le bord. Un peu plus tard, le parquet s'étant rendu sur les lieux pour procéder à une enquête, on interrogea le survivant sur son dévouement irréfléchi, et un magistrat entreprit avec gravité de lui démontrer l'irrationalité de sa conduite. Il fit cette réponse admirable. « Mes compagnons se mouraient, il fallait y aller ». Dans cet exemple, le sentiment d'obligation morale et de solidarité humaine avait perdu en apparence sa base rationnelle. Il n'en était pas moins assez puissant pour pousser successivement 5 hommes au sacrifice inutile de leur vie. On ne contestera pas qu'ici le sentiment du devoir n'est la forme d'une impulsion spontanée, d'un déploiement soudain de la vie intérieure vers autrui, plutôt que d'un respect réfléchi pour une loi morale abstraite et aussi d'une recherche du plaisir ou de l'utilité. Remarquons d'ailleurs qu'avec le développement de l'intelligence et de la sensibilité humaine, il est impossible d'y découvrir l'impulsion morale à l'état presque réflexe, sans qu'il s'y mêle des idées générales et généreuses, voire même métaphysiques. Cette dernière phrase remplace, sous cette forme qui est la plus élémentaire et peut-être la plus sublime, tout ensemble, ce sentiment peut se trouver à quelques degrés jusque chez les animaux. Texte alors suivi de la note que voici, c'est ce qu'a montré Darwin. On se rappelle de l'exemple de ce babouin qui, voyant un jeune singe de 6 mois environné par les chiens et dans une situation désespérée, redescend la montagne, se jette au milieu de la meute par un véritable coup de folie, lui arrache le jeune singe et réussit à l'emporter en triomphe. À la différence près de la réussite, l'action du babouin et celle des ouvriers du four sont analogues. Elles s'expliquent par la même impulsion puissante, et si le singe avait pu traduire ses sentiments au moyen du langage, il aurait dit comme l'homme « Mon compagnon se mourait, il fallait y aller ». Le tempérament impulsif est propre à prendre, suivant les circonstances et l'éducation, la direction du bien ou celle du mal. Un enfant de Lyon se vanta un jour à son école d'avoir noyé 3 de ses camarades dans le Rhône. Il m'avait ennuyé, je les ai poussés, je les ai regardés se débattre. Il n'avait aucun remords. Un an après, il sauvait 3 personnes en danger. D'autres fois, le sentiment spontané du devoir, au lieu de pousser à l'action, le suspend brusquement. Il peut développer alors ce que Maudsley et Ribot, avec les physiologistes, appelaient un pouvoir d'arrêt ou d'inhibition, non moins brusque, non moins violent, appelé le pouvoir d'impulsion. Théodule Ribot, 1839-1916, est l'auteur d'une psychologie anglaise contemporaine, 1870, qui témoigne de l'intérêt que Jean-Marie Guyot partage. Le titre « La morale anglaise contemporaine » paraît évidemment renvoyer au titre du premier ouvrage Ribot. Directeur de la revue philosophique, où Guyot publia plusieurs articles dont la critique de l'idée de sanction,
qu'il reprend dans l'esquisse. Théodule Ribot a joué un rôle considérable dans l'histoire de la psychologie française par ses réflexions sur la méthode d'une psychologie scientifique, la diffusion des travaux de Wilhelm Wundt et plus largement de la psychophysiologie naissante, mais aussi des thèses de Spencer. J'étais encore un bambin en jupon, raconte le prédicateur américain Parker. Je n'avais pas plus de 4 ans. Je n'avais jamais tué la moindre créature. Pourtant, j'avais vu d'autres enfants s'amuser à détruire des animaux, des écureuils et d'autres petits animaux. Un jour, dans l'eau peu profonde d'un étang, je découvris une petite tortue tachetée qui se chauffait au soleil. Je levai mon bâton pour la frapper. Tout à coup, quelque chose arrêta mon bras. Et j'entendis à moi-même une voix claire et forte qui disait « Cela est mal ». Tout surpris de cette émotion nouvelle, de cette puissance inconnue qui en moi et malgré moi s'opposait à mes actions, je retins mon bâton suspendu en l'air jusqu'à ce que j'eusse perdu de vue la tortue. Je puis affirmer qu'aucun événement dans ma vie ne m'a laissé d'impression aussi profonde et aussi durable. Note de la première édition, autre cas de suspension brusque produit par le sentiment de devoir, mêlé à la sympathie et à la reconnaissance. Un homme, avec la ferme intention de se noyer, s'est jeté récemment dans la Seine, près du pont d'Arcole. Pour le sauver, un ouvrier saute dans une barque, manœuvre maladroitement. La barque, heurtée contre un pilier du pont, chavire, et le sauveteur disparaît sous l'eau au moment où l'autre remonte à la surface. Ce dernier, abandonnant aussitôt son projet de suicide, nage vers son sauveteur et le ramène sain et sauf sur la berge. Dans ce nouvel exemple, l'action soudaine du penchant est plus remarquable encore que dans le précédent, parce qu'elle suspend une action commencée et oppose un obstacle. Brusque est la décharge nerveuse qui allait se produire, c'est un coup de théâtre, une révélation subite. La puissance du sentiment est mieux mise en relief par un arrêt que par une impulsion, par une défense que par un ordre. Aussi, après une expérience de ce genre, le sentiment de ce qu'il faut peut déjà revêtir pour la conscience réfléchie un caractère mystique qui n'a pas toujours dans les autres cas. Lorsque l'intelligence se trouve mise d'une manière aussi soudaine en présence d'un instinct profond et fort, elle est portée à une sorte de respect religieux. Ainsi, au point de vue restreint de la pure dynamique mentale où nous nous plaçons, le devoir peut déjà produire un sentiment de respect qui tire à la fois de sa grande puissance suspensive et de son origine mystérieuse. Note de la première édition. Rappelons que certains instincts chez les animaux possèdent le même pouvoir de suspendre l'action commencée. Le chien d'arrêt dont parle Darwin se sent pour ainsi dire cloué à sa place comme par un ordre mystérieux au moment où tous ses autres instincts le portent à s'élancer en avant. Supposons qu'il soit assez intelligent pour comparer sa conduite à celle de ses camarades, les chiens courants, comme Parker comparait la sienne à celle des autres enfants américains. Il pourra s'étonner, sentir en lui l'action d'une puissance supérieure à sa pensée réfléchie, éprouver peut-être quelque chose de cette horreur religieuse qui est un trait distinctif du sentiment du devoir. La force du sentiment moral acquiert un caractère de plus en plus remarquable lorsqu'elle prend la forme non plus d'une impulsion ou répression subite, mais d'une pression intérieure, d'une tension constante. Dans la majorité des cas et chez la majorité des gens, le sentiment de ce qu'il faut faire n'est pas violent, mais il est durable. À défaut de l'intensité, il a pour lui le temps, ce qui est encore le plus puissant des facteurs. Une tension peu forte mais agissant d'une manière continue et toujours dans le même sens doit nécessairement triompher de résistances beaucoup plus vives mais qui se neutralisent l'une l'autre. Lorsque pour la première fois dans l'âme de Jeanne d'Arc apparut distinctement l'idée fixe de secourir la France, cette idée ne l'empêcha pas de rentrer ses moutons à la ferme. Mais plus tard, l'obsession de cette même idée devait faire dévier toute sa vie de jeune paysanne, changer le sort de la France et par là modifier d'une manière appréciable la marche de l'humanité. Si donc nous considérons le sentiment moral dans ces analogies non plus avec la force vive, mais avec la force de tension, nous pouvons nous rendre mieux compte d'abord de sa puissance, et ensuite de la forme spéciale que cette puissance prendra plus tard dans l'esprit, le sentiment d'obligation morale. La force de tension peut appartenir à tout instinct remplissant les conditions suivantes. Être à peu près indestructible. 2. Être à peu près constant, de ne pas avoir les intermittences de la faim par exemple. 3. Se trouver en harmonie, en association, non en opposition avec ceux des autres instincts qui favorisent le maintien de l'espèce. Ce paragraphe remplace dans la seconde édition le texte suivant de la première. L'obligation morale n'a rien qui ressemble à la contrainte extérieure, et en effet ce n'est pas un déploiement de force vive, ce n'est pas une poussée violente dans tel ou tel sens. Lorsque je dis « je suis nécessité moralement à tel ou tel acte », cela paraît signifier tout autre chose que je ne puis ne pas le faire. Il semblerait donc que le sentiment d'obligation échappa au domaine de la dynamique mentale.
mais nous croyons qu'il renferme encore une certaine force de tension. Cette force peut appartenir à tout instinct, remplissant les conditions suivantes. 1. Être à peu près indestructible. 2. Être à peu près constant et ne pas avoir les intermittences de la faim. 3. Se trouver en harmonie. Et non en opposition avec ceux des autres penchants qui favorisent le maintien de l'espèce, conséquemment avec toutes les forces sociales, opinions, coutumes, sympathies, éducation.